Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit update lecture de mon mois de juin. J'ai pas tout avec moi, mais déjà quelques-unes que je peux vous faire. Et puis après, il faudrait que que j'aille voir à droite et à gauche chez Richemel ou comme ça. J'ai déjà dû prêter certains. Et si j'ai plus, je vous mettrai des images ou comme ça. Donc, pour commencer, j'ai lu le Laetitia Colombani, Un jour sans femme. J'avais déjà lu la 13 que j'avais bien aimé. Alors, ça, c'est un livre, c'est un roman choral, donc il y a 4 personnages dans des réalités différentes. C'est 4 femmes, une en Islande, au Japon, Salvador et Sénégal. Toutes vont traiter des violences faites aux femmes de manière différente. Celle qui est en Islande, elle va parler du féminicide de sa meilleure amie. Celle qui est au Japon va parler de sa grossesse dans le milieu du travail au Japon. Au Sénégal, c'est une femme docteur qui va parler. Et au Salvador, c'est une femme ouvrière qui va parler. Écoutez, c'était pas mal. Après, pour avoir lu plusieurs récits de ce genre, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est toujours intéressant quand même de voir les réalités de femmes dans plusieurs coins du monde. Ça permet d'un peu de nous décentrer un peu des problèmes de femmes blanches méga privilégiées comme moi. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais intéressant aussi parce que par exemple au Japon, tout le rapport à la grossesse, au monde du travail et tout ça, au fait en fait qu'on force les femmes à démissionner dès qu'elles tombent enceintes, je savais pas du tout, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour la partie au Sénégal, on parle de l'excision, donc j'ai trouvé ça chouette aussi dans le sens où c'est pas une réalité qui est cachée, et puis c'était intéressant de voir comment les femmes font partie aussi de cette violence qui est instaurée. Et en Islande, c'est celui qui m'a le moins parlé, mais parce que je pense que c'était celui qui était le plus proche entre guillemets de ma réalité, donc moi j'avais envie de voir autre chose, mais c'était intéressant, une jeune femme qui parle de la mort de sa meilleure amie. Et puis voilà, puis en fait il y a un fil rouge entre ces 4 histoires, c'est la grève de femmes dans le monde entier, pour dénoncer les violences, les inégalités, qui est lancée en fait par cette jeune femme qui parle du féminicide de sa meilleure amie. Le fil rouge, je n'ai pas trouvé très crédible, mais c'était pas un méga problème, ça se lit vite. Et puis, ah non, puis celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le récit d'Anna Maria, c'est l'ouvrière au Salvador, parce que sa fille, elle a été condamnée à 30 ans de prison pour avortement sur elle-même, donc. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de replacer qu'il y a des pays où c'est pas légal, et puis essayer de se rappeler que là, on est en train de perdre nos droits, et qu'il y a des endroits, par contre, où ça n'a jamais été acquis même. Donc voilà, c'était pas ouf, mais ça se lisait bien. Et puis, je pense que pour des adolescentes ou des jeunes adultes ou adolescentes, ça pourrait être chouette comme premier roman un peu féministe. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai lu Visqueuse. Alors là, on est dans un autre délire, hein. Insensible, s'abstenir. C'est un récit fantastique. Donc la différence entre la fantaisie et le fantastique, c'est que la fantaisie, c'est tout un monde inventé. Le fantastique, ça s'inscrit dans notre réalité. Donc là, c'est ça. On suit Huguette, une gamine de 10-11 ans, qui vit avec son père qui la maltraite et sa maman. Ils sont entre les deux guerres mondiales. Et un jour, son papa va ramener à la maison une sirène, donc une femme moitié poisson, moitié humaine. On n'est pas trop sûr de quelle espèce elle pourrait être. Et puis, il va lui faire subir des trucs affreux. Il va l'enfermer dans sa cave et puis on va suivre l'histoire de cette sirène. Donc la première partie, c'est dans la cave, puis après elle va sortir et puis on va suivre son parcours. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était hyper prenant. Le traitement aussi de la monstruosité, en fait, où elle se situe, qui est réellement le monstre dans le récit. Il y avait ouais, tout un rapport à la différence et tout qui était très intéressant. Ça se défonce par contre, gros trigger, il y a des scènes de viol explicites. Et franchement, autant des fois, ouais, je trouve que ça sert le récit. Autant là, je me serais pas. Enfin, une description, ça m'aurait suffi. Puis même, enfin, moi, j'ai pas besoin qu'on me détaille comme ça, quoi. Bon, après, voilà, pour moi, c'est d'être plus touchy ce sujet. Mais par contre, c'est un vrai livre un peu d'horreur, de body horror justement. Si vous aimez les films d'horreur comme ça devrait vous plaire. Et puis aussi sur les identités queer.
Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Je l'ai aussi dévoré, il fait quoi, 430 pages. Ouais, par contre, voilà, le seul trigger. Ouais, elle m'a fait de la peine, cette sirène, vraiment. Voilà, vous verrez comment ça se passe pour elle et tout ça. Mais c'était vraiment intéressant, puis ça s'inscrit justement dans notre réalité, puis aussi dans la réalité queer et de transidentité aussi dans cette époque-là, donc c'était vraiment intéressant. Je conseille. Mais ayez le cœur bien accroché. Ensuite, comme roman, ça a été mon petit coup de cœur du mois, c'est Sous la porte qui chuchote. C'est par le même auteur de... Putain, je suis vraiment nulle alors que c'est un coup de cœur. Hein. Je sais pas quoi, au milieu de la mer céruléenne. La maison au milieu de la mer céruléenne. Ah, c'est marrant, ils ont mis des triggers, j'avais pas vu. Ouais. Oui, alors si je vous les lis comme ça, vraiment ça fait flipper. Vraiment, c'est pas traité de manière anxiogène. Mais en gros, on suit Wallace Price, qui est pas quelqu'un qu'on peut qualifier de sympa. Enfin, vraiment, c'est un avocat blindé de thunes, qui chie sur l'humanité, qui traite ses collaboratrices en dessous de lui n'importe comment. Et un jour, il meurt. Et à son enterrement, il n'y a personne. Même ses associés lui chient dessus à son enterrement. Et il va rencontrer sa faucheuse, qui s'appelle May, qui va suivre. Et il va la suivre jusqu'à un salon de thé au milieu de la forêt, où il va rencontrer Hugo, qui sera son passeur, et le monde de Hugo. Donc dans ce salon de thé, il y a aussi le grand-père de Hugo, qui s'appelle Nelson, et son chien. Mais Nelson et Apollon, le chien, sont des fantômes. Et ben voilà, Hugo, son pouvoir, c'est qu'il peut voir les morts, mais aussi, et Hugo, ce qu'il doit faire, en gros, c'est faire accepter la mort à Wallace pour qu'il accepte de passer la porte qui se trouve au grenier pour l'après. On ne sait pas ce que c'est l'après. Et bah voilà, au début, il n'est pas du tout chaud à aller là-bas. Hein. Enfin, même il n'a pas du tout envie de mourir et tout ça. Et vraiment, c'était hyper beau. J'ai adoré. Après, si vous avez lu La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est dans le même esprit un peu de famille, found family, de famille trouvée, de famille reconstituée. Il y a aussi tout un rapport à l'amour familial, mais aussi à son identité queer, à Wallace, qui a jamais été qu'il a jamais vraiment exploré plus que ça. Enfin, voilà, c'était vraiment hyper beau, hyper drôle. Il y a vraiment des scènes très drôles avec le grand-père, justement, qui est tellement charmé, j'ai trop kiffé. Et voilà, par contre, évidemment, comme ça parle de la mort, il y a un peu quand même des triggers. On parle aussi de dépression, de crise d'angoisse, parce que Hugo est sujet aux crises d'angoisse. On parle aussi de mutilation, d'automutilation. Mais en fait, tout ça, ça paraît méga violent quand je vous en parle comme ça, mais en fait, tout est traité à travers des personnages qu'on va rencontrer, que Hugo a aidé ou va aider. Et du coup, le traitement n'est pas du tout violent comme ça quand on le lit. Enfin, moi, ça m'a pas du tout angoissé ni rien. C'était vraiment plutôt joli. Puis comment on sort de ça, comment on sort du deuil, qu'est-ce qu'on fait de son existence, est-ce que le travail c'est vraiment le sens de la vie ou en fait ça se passe ailleurs, en fait, le vrai sens de son existence. Et voilà, c'était vraiment hyper beau. Et on va suivre Wallace qui va commencer à comprendre un peu ce qui lui a manqué. Il va rester quelques temps dans sa montée. Et puis au moment où il commence à vraiment avoir du plaisir à être là-bas, il y a le directeur qui débarque, qui est un peu un personnage mystérieux qui règne sur le salon de thé, puis qui lui dit bon mon gars, ça fait un moment que tu traînes par ici, il va falloir dégager. Et qui lui donne 7 jours en fait pour dire au revoir en gros, puis se casser. Et tout va se jouer autour de ça, mais ouais, vraiment j'ai trouvé ça tellement joli, tellement beau. Il y a un rapport aux animaux aussi. Voilà, il y avait, je vous ai dit sur Insta, mais il y avait une phrase moi qui m'a trouvé tellement jolie, ce qui disait que Nelson, le grand-père, disait on s'inquiétait pour Apollon, le chien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort pour les animaux. Tout ce qu'on sait, c'est que quand ils partent, ils prennent avec eux un bout de l'âme de leur humain. Et je trouvais ça tellement joli et tellement vrai. Donc voilà, si vous avez aimé La maison de la mer céruléenne, je peux que vous le conseiller. Si vous n'êtes pas familier de la fantasy, je peux que vous le conseiller parce que c'est de la fantasy très light. Enfin, l'univers est très facile à prendre en main. Puis c'est presque du fantastique parce qu'on est quand même dans notre monde à nous, en gros. Mais après, bon, voilà, ils ont des pouvoirs et tout. Mais vraiment, c'est de la cozy fantasy, pas du tout niaise, où il se passe quand même des choses. Et vraiment, j'ai trouvé ça. Bon, c'était un bonbon, ça m'a fait trop du bien de le lire. Vraiment, lisez-le. Ensuite, j'ai lu pas mal de graphiques ce mois-ci, je les ai pas tous là. J'en ai deux. Celui-là, c'est Rune, le tome 1, Les 1000 visages. J'ai beaucoup aimé.
C'est une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est toujours mon problème. Bref. Je ne sais plus, mais elle et lui, ce sont des gamins orphelins qui vivent en orphelin. Elle est sourde, elle signe pour communiquer, lui comprend. Et ils sont tout le temps chémés dans leur orphelinat, enfin voilà. Un jour, ils sont dans la forêt, puis ils vont traverser une sorte de portail et se trouver dans une forêt mystérieuse. Et on va les suivre là-dedans. Je suis désolée, j'ai un truc entre les dents. Je peux pas être sur YouTube avec un truc entre les dents, c'est pas possible. Et on va les suivre là-dedans, où ils vont faire la rencontre des autres personnages qui sont autour, qui pratiquent une magie qu'on appelle la magie des runes, qui mélange justement des runes dessinées et des signes. Et en fait, les signes qu'elle utilise, la jeune fille, sont déjà en fait une sorte de magie, et puis on va se rendre compte qu'elle a des prédispositions. Et en fait, tout ça se passe dans une forêt mystérieuse où il y a le roi des ombres qui règne là-dedans et qui semble s'intéresser de près à ses enfants, ouais, pré-ados, je dirais. Et on va les suivre dans cette aventure. Apparemment, c'est en 3 tomes. Je pense qu'on peut le lire avec des enfants. Moi, je le lirai pas avec Kraken parce que c'est un imaginaire qui va lui faire peur, je pense. Enfin, ça, c'est typiquement des trucs qui m'auraient fait me chier dessus gamine. Mais voilà, c'était vraiment hyper chouette. Les graphismes sont très sympas. Et c'est une série en 3 tomes, donc je me réjouis de découvrir la suite. Et apparemment, ce roi des ombres, quand il vous attrape, il peut vous mettre une clé dans le cou et vous transformer en une sorte de jouet qui sera sous son contrôle. Donc voilà, avec des personnages queer de nouveau, avec des animaux fantastiques. Enfin, vraiment, c'était hyper chouette. J'ai beaucoup aimé quoi. Je dirais à partir de 10 ans, même un peu plus jeune si c'est des lectures habituées, où on accompagne, disons, à 7 ans, presque 8 ans pour ma fille, je pourrais lire avec elle. Mais là, j'évite parce que je sais que c'est des trucs, des graphismes qui vont l'effrayer. Et pour finir, le dernier que j'ai là, c'est Johanna dans tous ses états. C'est celui-là. On suit Johanna qui vient de décrocher une place d'apprenti à Witch & Co, institut de magie londonien qu'elle a toujours rêvé d'intégrer. Et on va la suivre là-dedans. Et en fait, c'était très chouette parce que ça parle en fait de comment être heureux. Et en fait, pourquoi parfois on n'est pas heureux alors qu'on a tout ce qui nous semble qu'il faut pour être heureux. Parce qu'elle va avoir le travail de ses rêves, elle va avoir un amoureux, des amis, habiter dans la ville de ses rêves, et quand même ça va pas. Elle est quand même pas heureuse, et j'ai trouvé ça hyper intéressant ce traitement là de l'anxiété, mais aussi cette espèce d'injonction à être heureux tout le temps. Elle dit tout le temps, elle se dérie en disant ouais, il faut que tu sois heureuse, voilà, t'as juste à montrer que tu seras heureuse, et puis elle fait des listes de style manger sain, courir, avoir l'air d'être heureuse et tout ça, jusqu'à ce que ça se fissure et qu'elle en puisse plus. Et j'ai trouvé ça chouette. Après, il y a toute une partie où elle donne un peu des tips autour des émotions et tout ça qui m'a moins parlé, mais parce que c'est des trucs que je connais déjà, quoi. Et qui me parlaient un peu moins. C'est des choses aussi que j'ai déjà lues. Mais vraiment, c'était sympa. Et c'était sympa aussi de mettre la santé mentale dans un autre univers que le nôtre. Les graphismes sont sympas, j'ai bien aimé. Le papier a l'air du papier recyclé, ça peut paraître bête, mais c'est très agréable au toucher. Et donc voilà, je recommande si vous aimez les récits un peu de santé mentale et tout, ça se bouffe bien. Et puis j'ai d'autres choses, mais je ne les ai pas avec moi ici. Je vous referai un update à un autre moment sur une autre lecture. Hello tout le monde, je vous reprends pour la suite de mon update lecture du mois de juin. Si des fois il y a des interruptions, je suis désolée, j'ai pris Ken à la piscine avec une copine. Voilà. J'ai pas tout avec moi parce qu'il y a des choses que j'ai déjà prêtées. Une des choses que j'ai prêtées, c'est Lightfall, le roman graphique, le tome 4. Je ne vais pas vous dire grand chose parce que c'est une suite, mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment le lycée, c'est une merveille au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire. On suit une jeune fille qui s'appelle Béa et qui a des soucis d'anxiété et qui vit avec son grand-papa qui a un cochon sorcier. Et un jour, il va disparaître. Donc on est dans un monde de fantaisie. Hein. Et elle va partir à sa recherche, et en fait, en partant à sa recherche, elle va rencontrer d'autres personnages. Puis en fait, sa quête va se complexifier. On va voir qu'il y a d'autres enjeux en fait que la disparition de son grand-père, qui n'est pas un sorcier anodin. C'est pas juste un sorcier lambda, et il perd la boule, donc il y a d'autres enjeux là autour. Et en fait, on suit, puis là, au tome 4, on est vraiment à fond dans le périple. Enfin, c'est vraiment merveilleux à lire. Moi, j'ai adoré. Les enfants aiment aussi énormément. Enfin, vraiment,
c'est des pépites, quoi. Je peux juste vous les conseiller 1000 fois. Ça me saoule de pas l'avoir là pour vous montrer le graphisme, mais vraiment, c'est une merveille. Ensuite, comme autre chose que j'ai prêté, c'est Et nous qui avons connu Solange. Donc, c'est le dernier livre de Marie Vareille. Donc, Marie Vareille, c'est celle qui a écrit. Marie Vareille, oui. Qui a écrit Désenchantée, qui a un énorme succès, qui a écrit La Dernière Allumette. Donc, moi, c'est le troisième d'elle que je lis, c'est mon préféré. La Dernière Allumette m'avait beaucoup émue. Désenchantée, j'avais bien aimé, mais c'est des concepts que j'avais déjà vus. Donc, ça m'avait moins fait, mais je trouvais ça chouette. Et nous qui avons connu Solange, c'était très différent parce qu'elle avait écrit. En fait, on suit une jeune femme sur l'entièreté de sa vie. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, on va l'appeler Henriette, même si c'est pas ça. On la suit depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, je sens, oui. Et en parallèle, on suit aussi Solange. Et, le livre est séparé en chapitres comme ça, où on alterne entre Henriette et Solange. On comprend petit à petit le lien qui les unit. Et c'est très mystérieux au début parce que Solange, elle écrit une sorte de journal intime dans un lieu qui a l'air d'être horrible, hyper austère. On ne sait pas si c'est une prison. Elle n'écrit pas à Henriette, mais elle écrit à une autre femme à qui elle dit qu'elle est l'amour de sa vie et tout ça, et qu'elle a été trahie par Henriette, et que c'est pour ça qu'il l'enferme et qu'elle ne peut plus la voir. Donc petit à petit, vous allez peut-être même voir des chiens qui sont là, moi. Joe, c'est pas chez toi ici. Atticus, ah oui, c'est le chien de la voisine, et il vient parce que Atticus lui vole sa balle préférée, et du coup, et il la cache chez nous. Arrête Atticus, rends la balle à Joe. Et du coup, on suit cette histoire, et c'est, moi je trouve ça bouleversant. Il y a peut-être moins de twist final auquel on ne s'y attend pas. Mais je trouve ça hyper beau, cette dessin de deux femmes dans les... Henriette, elle est au début 1910, je dirais, à peu près. Et Solange un tout petit peu plus tard, et avec les rêves qu'elles ont, à quoi elles ont dû renoncer, qu'est-ce qu'elles ont dû faire aussi pour survivre. Enfin, moi, ça m'a vraiment bouleversée, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai fini les larmes aux yeux. Je dis souvent ça ces temps, mais parce que j'ai des bonnes lectures. Parce qu'en fait, c'est très très rare que je pleure en lisant. Je peux être émue et tout ça, mais que je pleure, c'est vraiment rare. Et là, vraiment, je trouvais ça vraiment beau. Le rapport à l'amour aussi. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'amour? C'était vraiment magnifique. Je peux que vous... Oui, Joe, c'est ta balle qui couine dans la bouche d'Atticus. Je vais faire une pause récupération de la balle. Atticus, arrête. Tiens, Joe. Oui, c'est ta balle. Maintenant, là, tu vas. Parce qu'en plus, Joe, il a genre 9 ans. Il ne peut pas dormir sans sa balle. Donc voilà, ça c'est les deux. Ah non, et j'ai encore un autre, c'est un manga que j'ai prêté qui s'appelle Le Nid du Lien et que je conseille de ouf aux gens qui ne sont pas habitués au manga. Enfin, même ceux qui sont habitués, j'ai adoré, mais comme première intrusion dans le monde des mangas, c'est pas mal parce que déjà c'est en couleur. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu bloqués par le fait que ce soit en noir et blanc les mangas. Puis c'est des toutes petites tranches de vie. Donc en fait, on suit 5 ou 6 personnes, je sais plus exactement, dans un immeuble et chacune va nous montrer l'intérieur de sa maison, qu'est-ce qu'elle aime y faire. Qu'est-ce qu'elle a du plaisir à retrouver chez elle. Et c'est vraiment, c'est un bonbon pour le cœur, quoi. Ça fait trop du bien. C'est hyper cosy. Franchement, j'ai adoré le lire maintenant. Il aurait été parfait en automne. Vraiment, une petite merveille. Il coûte un peu plus cher qu'un manga ordinaire, pas parce qu'il est en couleur. Mais vraiment, je vous recommande Le Nid douillet. Notez-le, c'était vraiment très chou. Voilà, je crois que c'est toutes les choses que j'avais pas sous la main. Autrement, j'ai lu, enfin, j'ai prêté le tome 2 de celui-là, mais je vous le montre. C'est La cuisine des ogres, tome 2. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire d'une... le tome 1, c'est l'histoire... Je vous décris un peu l'histoire du tome 1, comme ça vous pouvez commencer par le tome 1, même si je raconte, on ne suit pas les mêmes personnages. Mais le tome 1, c'est l'histoire d'une petite fille, comme ça, qui se fait kidnapper par cette personne, qui l'amène dans le monde des ogres, là où elle va être dévorée. Elle arrive à s'échapper, elle va finir autour du lac de Bessel. Parce qu'en fait, dans ce monde des ogres, il y a les ogres, mais il y a aussi plein de petites mains qui travaillent autour et qui ne font pas la taille des ogres, et du coup, il y en a plein qui sont engagés pour faire la vaisselle. Puis elle va essayer de tirer son aiguille du jeu, c'est pas ça qu'on dit? Je doute sur l'expression. Parce qu'elle est passionnée de cuisine. Et du coup, on va la suivre, et autour de ce lac de Bessel, elle va se faire deux alliés, je ne sais plus comment ils s'appellent, non? Merci. Deux alliés, je parle à Atticus, pardon. Il bouffe mes livres. Pas du tout, Atticus. Non, arrête. Deux alliés, il fait la tête, je ne m'occupe pas de lui. Une vieille chèvre et une jeune chèvre.
Mais c'est pas leur nom, c'est des chimères, enfin un nom du style, mais je me rappelle plus. Et non, il s'appelle Brejdan, et dans le deuxième tome, on va suivre l'histoire de Brejdan. Franchement, c'est hyper sympa. C'est un tout petit peu horrifique, mais vraiment. Enfin, je sais pas, après, moi je suis pas du tout sensible à ça parce que j'adore les films d'horreur et tout ça. Mais je crois que. Non, en fait, je crois que ça va. Parce que même une de mes amies qui, elle, est sensible à ce genre de truc, a trouvé ça trop bien et elle n'a pas été choquée. Donc voilà, les graphismes sont vachement bien, les personnages sont hyper cool. Enfin, c'est vraiment haletant. J'ai pris le tome 2 là, ce mois-ci, qui était très bien aussi. Donc, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu BL Métamorphose. C'est une série de manga en 5 tomes. J'ai peur que je ne vais pas vous montrer au bon niveau. Attendez, je vais faire une pause pour voir si je montre au bon niveau. Non, ça va, je suis un peu loin, mais ça va. On suit là-dedans, enfin, c'est une série, pardon, je reprends, en 5 tomes, que ma soeur a trouvé en brocante, que la jumelle a trouvé en brocante, et que j'ai trouvé hyper chou, parce que pas du tout dans les choses que je suis habituée à lire, on suit une grand-mère qui va acheter un manga dans une librairie sous conseil de cette jeune femme, et c'est un manga MM. 12e interruption. Donc je disais, c'est une grand-mère qui va acheter une romance MM, donc homosexuelle, dans une librairie sous les conseils de cette petite libraire, qui est lycéenne encore. Et en fait, elles vont se lier d'amitié. Et c'est vraiment... les graphismes sont pas... ils ont rien de... Enfin, pour moi, ils n'ont pas... Je trouve pas qu'ils sont spécialement hors du commun. Je les trouve bien, hein, mais c'est surtout la relation de cette grand-mère avec cette jeune fille. Elles vont devenir amies, elles vont aller à une convention ensemble. Enfin, vraiment, c'était hyper chou. Rien de... Ouais, c'était vraiment très chou et je connaissais pas du tout. Et je trouve ça trop bien de voir des personnes âgées lire des romances homosexuelles sans que ce soit du tout leur sujet de base. Enfin, vraiment sans a priori, vraiment à l'IVA. Et je trouve ça trop chou. Donc, série en 5 tomes en plus, terminée, c'est quand même appréciable. Ensuite, comme BD, j'ai lu, ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil, c'est La langue des vipères. C'est un monde fantastique. Ouais, fantastique. On suit, comment elle s'appelle, Yodis, qui est elle, qui est la fille illégitime. Je pense que je vais être interrompue. Qui est la fille illégitime d'un important personnage de l'église. Je sais pas combien de fois je dois refaire cette vidéo, mais entre le chien et les enfants, du coup, je me suis un petit peu glacée. Donc la dernière dont je vous parlais, c'était celle-ci, c'est Langue de vipère. Donc on suit Yodis, qui est la fille illégitime d'un mec de l'église, genre cardinal, enfin haut placé quoi. Et du coup elle passe sa vie à l'abbaye, entourée des autres jeunes nobles. Et puis en fait elle y a étudié la langue, on appelle ça. C'est une sorte de magie qui se fait avec justement la langue. Donc c'est, je sais pas quelle langue il parle, on pourrait, je pense, faire le lien avec le latin, mais c'est pas le latin, mais une langue ancienne. Et puis en fait, suivant la langue qu'on utilise et comment on la pratique, on peut avoir des visions. Et à des questions précises auxquelles on pense. Donc vraiment, c'est une magie vraiment hyper importante. Et puis, Yodis aimerait être la doctorante pour échapper un peu à une vie monastique en fait, pour pas devenir bonne sœur parce que son père est décédé et du coup il paye plus pour son apprentissage. Donc si elle ne devient pas doctorante, elle devra prendre le voile. Et au même moment, il y a cette jeune femme qui s'appelle Alicon, qui est une rivale aussi, qui risque d'être doctorante. Donc il y a une rivalité entre les deux. Et puis en fait, Yodis va être assez obsédée par elle, puis va se rendre compte que cette jeune femme, c'est pas n'importe qui et qu'elle a l'air de cacher quelque chose. Et on va les suivre et en fait, on se rend compte que dans cette histoire, en fait, il y a une espèce d'énorme complot qui se passe entre les gens qui aimeraient que la langue, que les visions servent à un plus grand nombre et ceux qui aimeraient garder la langue pour certains initiés. Donc là, c'est un récit un peu politique, c'était vraiment hyper prenant. J'avais peur que ce soit un peu trop... Bon, alors, attendez, déjà, les graphismes, bon, je suis pas hyper fan, mais ça fait le taf. Je sais pas si j'ai une image où on voit... Ah voilà. Là, par exemple, elle pose une question en utilisant la langue, puis ça lui fait une vision. Les graphismes, c'est pas spécialement ma came, mais ça fait le taf. J'avais peur que ce soit un peu trop
lourd à lire. Enfin, ce côté un peu de la langue, que tu comprends pas tout et tout ça, et les enjeux politiques, mais pas du tout. Ça, franchement, j'ai défoncé en une fois. Hein. Et c'était hyper bien, hyper prenant le destin de ces deux jeunes filles. Et en plus, l'autre jeune femme cache un grand secret, et du coup, c'était hyper prenant. Et au-delà des compos politiques, il y a aussi qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce contexte-là, à quoi on peut aspirer. Tout ça, c'était vraiment, vraiment bien. Donc je vous le conseille, c'était vraiment une des meilleures BD que j'ai lues depuis le début de cette année. Même si le graphisme, c'est pas trop ma cam. Très très bien. Ensuite, rien à voir, mais regardez-moi ça. Je l'ai pas lu encore, mais c'est genre ma soeur qui l'a acheté. Enfin, genre, on était fan des Wings. Oh, je mange trop de le lire. Bref, rien à voir. Et le dernier, je l'ai pas lu ce mois-ci, je l'ai lu le mois passé, mais je trouve, enfin, comme je ne faisais pas encore d'update lecture, je trouvais ça trop dommage de passer à côté. C'est La Reine des Pantins. Dans cette histoire, on suit Jacques en 1760, qui a 10 ans, qui travaille dans les champs. Je m'assomme avec. Qui travaille dans les champs avec son père et sa mère, qui sont des gens hyper maltraitants. Vraiment, il a une vie de misère. Et pour échapper un peu à ça, il s'invente un monde imaginaire où il peut devenir qui il a envie, c'est-à-dire une merveilleuse princesse. Donc, c'est la princesse Jacqueline. Et on suit en fait la réalité de Jacques et la réalité de Jacqueline à chaque fois, qui est accompagnée d'une horde de pantins. Et puis les deux vont avoir un destin. C'était magnifique. J'ai adoré. Les dessins, je les ai trouvés très beaux aussi. Il y a des couleurs. Quand c'est dans le monde de Jacqueline, il y a des couleurs très pastel comme ça. C'est très onirique. C'est super chaud, ça on va pas se mentir quand même. Et dans le monde de Jacques, par contre, voilà, on voit déjà l'opposition entre le monde de Jacques qui est tout gris et le monde de Jacqueline qui est en couleur. Et vraiment, c'était vraiment magnifique. Par contre, la fin est extrêmement violente. C'était. Enfin, j'ai vraiment fondu en larmes à la fin. C'était vraiment hyper violent. Et puis, du coup, voilà, si vous le lisez, soyez prêts à ça. C'est un roman qui parle justement d'identité de genre et puis de transidentité, de queerness. Enfin, c'était fabuleux, magnifique, mais par contre, c'est tragique la fin. Vraiment, je préviens parce que je ne m'attendais pas du tout. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Et c'est très graphique en plus. Donc, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai lu pour l'instant. Peut-être que j'aurai encore une lecture à vous montrer. Enfin non, c'est sûr, parce que je suis en train de finir Galant de V.I. Schwab. Il me reste genre 70 pages. C'est hyper prenant. Ça se défonce, donc c'est ce qu'il me fallait. Et puis peut-être que j'aurai encore un ou deux trucs graphiques à vous montrer. Peut-être que je vais vous montrer aussi une ou deux lectures que j'ai fait avec Kraken, parce que maintenant on lit beaucoup de BD ensemble ces temps. Et c'est des BD qui peuvent convenir aussi à des personnes adultes, moi je les aime beaucoup, et qui conviennent très bien à des enfants. Peut-être, Kraken a 7 ans, hein, donc, mais elle est très habituée à lire avec moi, donc on peut aborder plein de sujets pour avoir pour vos enfants. Mais en tant qu'adulte, moi j'apprécie aussi ces récits, là j'en ai une qu'il faudra que je vous montre. Et voilà, je vais peut-être me plonger dans Wings maintenant, trop bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes 2 dernières lectures du mois de juin. Donc le premier c'est Retour à Whistle Stop de Flammy Flag. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la suite de Baignette Tomate Verte. Donc je l'ai découvert en film et ça avait été adolescente, ça avait été un coup de cœur intersidéral pour l'histoire. C'est une histoire dans laquelle on suit Iggy et Ruth, qui sont deux amis. Donc c'est rarement dit clairement. En tout cas dans le film c'est pas dit clairement. Là c'est plus clair que c'est 2 femmes qui sont tombées amoureuses. Et elles ont ouvert ensuite un café où on sert des beignets de tomates vertes. Et on les suit dans leur pérégrination. C'est dans les années 30, en, je ne sais plus, Alabama. Et ces 2 femmes vont élever un petit garçon ensemble. C'est Ruth qui est enceinte de son ex-mari qui la frappait et elle s'est enfuie pour se réfugier vers Iggy. Et on va suivre en fait l'histoire de son fils ici. Alors, pas vraiment, on va suivre sa vie de manière très rapide en fait.
jeune enfant où on va avoir quelques petites anecdotes dedans, mais là on va le suivre, c'est déjà un vieil homme, et on va suivre lui et sa fille qui s'appelle Ruth, dans leurs petites aventures. Pardon. Et c'est ponctué avec des retours en arrière dans l'époque de Iggy et de Ruth quand elles étaient jeunes, où Bud, donc le garçon, raconte un peu des anecdotes comme ça. C'était très chou, enfin vraiment, c'est dans la même vibe que Beignets de tomates vertes, en moins bien, parce que Beignets de tomates vertes c'était trop bien. Mais voilà, on suit leurs aventures, on est très attaché aux personnages, c'est très feel good dans le sens où tout se finit bien en fait, et c'est génial. Évidemment, il y a un peu des rebondissements, dans celui-là, des rebondissements quand même beaucoup moins tragiques que dans le précédent. Je ne vais pas vous spoiler parce que si vous ne connaissez pas, allez lire Beignets de tomates vertes ou regarder le film qui est une merveille. Et qui est aussi un monument queer. Donc la population queer se l'est beaucoup, pas approprié, j'aime pas ce terme, mais l'a beaucoup repris parce que c'est voilà, une romance entre deux femmes, c'est trop joli. Et donc voilà, c'est plein de sentiments jolis. Enfin, ça fait trop du bien au cœur. On a envie d'y être, on a envie d'habiter à Whistle Stop, on a envie de prendre Iggy avec nous et de partir à l'aventure avec elle. Enfin, voilà, c'était très mignon. Avec évidemment un peu des facilités pour que ça se finisse bien, mais en fait, c'est pas très dérangeant quand on lit ce genre de récit. On est juste content que ça se passe bien. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai finie, c'est Galant de V. E. Schwab. Donc, c'est mon premier de. Je suis toujours nulle avec un truc devant moi. C'est le premier de cette autrice que je lis et j'ai beaucoup aimé. On suit Olivia Prior, qui a été déposée dans un orphelinat quand elle était toute petite. Elle est muette. Super, merci Atticus. Elle est muette et elle a une particularité, c'est qu'elle voit les fantômes. Donc elle vit dans cet orphelinat et quand on la rencontre, elle a 14 ans. Et un jour, on reçoit une lettre à l'orphelinat qui dit que c'est son oncle qui lui écrit que ça fait des années qu'il la cherche. Qu'il la cherche et qu'elle est bienvenue dans le manoir familial, le manoir Galant. Olivia est ravie, mais aussi un peu inquiète parce que la seule chose qui lui reste de sa mère, c'est un journal intime où elle écrit de manière très étrange, où elle a l'air de perdre un peu la raison. Elle parle du papa d'Olivia aussi, qui semble se déliter en fait au fur et à mesure et qui meurt devant elle. Et dans ce livre, elle met une mise en garde à Olivia où elle dit tu seras en sécurité tant que tu resteras loin de Galant. Mais Olivia va se rendre au manoir, pas par choix parce qu'on la met dehors, mais aussi par envie parce qu'elle n'a jamais rencontré des membres de sa famille. Elle arrive là-bas, elle va rencontrer Anna et Edgar qui sont les domestiques du manoir, qui sont très contents de la rencontrer. Ils semblent convaincus qu'elle fait partie de la famille parce qu'elle a apparemment le sosie de sa maman Grace. Et il reste aussi Matthew, son cousin, qui lui n'est pas du tout content de la voir et qui lui dit que c'est impossible que ce soit son père qui lui a écrit parce que ça fait plus d'1 année qu'il est mort. Donc en fait on suit cette histoire et on va se promener un peu on va se promener dans ce manoir qui est très étrange, qu'il ferme à double tour la nuit. Il y a un mur au fond du jardin, un mur même pas fini, donc voilà, il y a vraiment genre 2 mètres de mur et puis c'est tout, une porte en fer dessus. À chaque fois qu'elle s'en approche, Matthew, son cousin, semble péter un boulon. Elle ne comprend pas pourquoi. Et voilà. Et on va suivre Olivia dans la découverte en fait, des secrets du manoir, dans la découverte aussi de ses parents, qui y sont, comment ils se sont rencontrés. Parce que également dans le livre, on voit entre les pages du journal des dessins. On va voir des pages comme ça, où il y a le journal et des parties dessinées. Que Olivia regardait un peu de loin parce qu'elle avait l'impression que c'était un peu le délire d'une femme malade et ça la mettait très mal à l'aise. Donc voilà, on apprendra un peu plus sur ce manoir et puis les secrets qu'il cache. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'apprécie dans les romans, je sais pas si c'est, je pense que c'est du young adulte, l'humaine, oui, ça doit être du young adulte. J'apprécie parce que l'action se déroule rapidement, même si j'adore la fantaisie adulte. C'est vrai que des fois on n'a pas envie de 200 pages de mise en place en fait. Là voilà, très rapidement on découvre Olivia, on la trouve dans le manoir, mais l'univers était très sombre mais très intéressant. Le rapport au... Oh non, j'ai arraché. Le rapport aux fantômes est aussi différent de ce qu'on est habitué à voir. Elle les appelle d'ailleurs des ghouls et pas des fantômes.
Et Olivia semble se balader un peu entre deux mondes. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très prenant. Et il fait 350 pages, 370 pages, mais il y a aussi des passages où c'est dans le journal intime. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, du coup, ça se défonce. Et c'était vraiment bien parce que j'avais lu des trucs un peu intenses comme ça, un peu longs. Et du coup, là, c'était parfait comme entre-deux aussi. Et, mais c'était vraiment réussi, hein, c'était vraiment prenant. Donc si vous n'êtes pas forcément adepte de la fantasy, ça peut être une chouette entrée en matière parce que on est vite dans l'univers. Là, c'est plutôt du fantastique parce que c'est ancré dans notre réalité. Et on est vite dans l'univers. Et puis, ça reste des choses, de dire crédibles, non, mais dans le sens où c'est pas des trucs complètement inventés dont on n'a jamais rien vu. Donc si vous n'êtes pas habitué à la fantasy, ça peut vraiment être chouette. En tout cas, je redécouvrirai d'autres récits de cette autrice avec plaisir. Elle est méga connue, je la connaissais déjà de nom, mais je l'avais jamais lue.